Bienvenue sur Dual, le podcast qui promeut les formations professionnelles en Suisse. Retrouve chaque semaine les parcours atypiques et inspirants d'entrepreneurs, managers et chefs d'entreprise qui ont débuté leur carrière par un CFC. On espère que ces témoignages t'apporteront des réponses et de la motivation. Bonne écoute. Ok. On est parti, Adrien. Émotion pour moi de commencer ces podcasts et le projet Dual avec toi parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît et pour moi, tu es un vrai exemple de la formation professionnelle et toutes les possibilités qui en découlent. D'abord, je te propose de te présenter et de présenter ton parcours. Écoute, je te remercie déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir participer aussi à ton projet. Mon parcours professionnel, il est... j'ai fait l'école obligatoire normale. Et puis ensuite, j'ai commencé un apprentissage. J'ai fait un CFC d'installateur électricien qui est sur 4 ans. Il existe deux types de CFC. Il y a électricien de montage sur 3 ans et puis installateur électricien sur 4. Et puis ensuite, j'ai été engagé dans une entreprise pas loin de chez moi. Donc, c'était cool. Je pouvais m'y rendre moi-même. Et puis ensuite, après ces 4 années, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'employé. Pendant ces 3 ans, j'ai aussi profité de faire mon service militaire et puis de faire 1 ou 2 voyages. Et puis ensuite, j'ai toujours eu un peu cette envie d'évolution. Donc, j'ai commencé un brevet fédéral de conseiller en sécurité, un brevet fédéral de chef de projet en installation électrique. Et puis, j'ai terminé par la maîtrise fédérale pour pouvoir ensuite, dans l'enchaînement, j'ai pu reprendre l'entreprise dans laquelle j'ai tout fait. En fait, j'ai fait mon apprentissage en tant qu'employé et mes brevets dans la même entreprise. Et puis que j'ai pu finalement reprendre les rênes et puis maintenant la gérer. Est-ce que tu arrives à m'expliquer la différence entre installateur électricien et électricien de montage? Quelles sont les nuances entre les deux CFC, hormis que un c'est 3 ans et l'autre c'est 4? Alors, l'électricien de montage, il est il est un petit peu plus... C'est un rythme un petit peu moins soutenu. C'est plutôt adapté pour ceux qui ont un peu plus de peine au niveau des cours. Installateur électricien, il y a aussi une année où il y a 2 jours de cours par semaine, alors qu'électricien de montage, c'est à chaque fois un jour de cours par semaine. Donc, c'est vraiment plus par rapport au rythme auquel ça va au niveau scolaire. Après, forcément, le papier, le CFC à la fin, il y a une petite différence au niveau de la valorisation du CFC, mais il existe la passerelle pour faire après, on fait électricien de montage, puis après, il y a une passerelle de 2 ans pour aussi avoir le CFC d'installateur électricien. Il a surtout aussi une différence après en tant qu'employé pur, il a une différence en termes de responsabilité qu'on a au niveau des raccordements électriques sur ces installations. Donc voilà, mais c'est vraiment ceux qui sont pas tellement de papier aussi pour ceux qui se disent ils veulent faire électricien parce qu'ils aiment bien le métier, mais qui savent pas trop s'ils veulent faire ça toute leur vie. Des fois, ils peuvent se dire ok, je fais déjà un CFC sur 3 ans. Et puis après, je verrai bien. Puis si j'aime ça, je fais la passerelle. Et puis si d'un coup, je veux voir autre chose, au moins, j'ai fait 3 ans et pas 4 ans. C'est aussi un peu une façon de voir les choses. Tu parlais des cours et d'une différence de rythme entre les deux CFC dans le domaine de l'électricité. Est-ce que par rapport aux cours, c'était pour toi, ça a été difficile? C'était 1 ou 2 jours de cours par semaine? Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu comment les cours, ça se passe? Alors, la première année, c'est 1 jour de cours par semaine. Et puis, il y a les branches techniques qui sont en lien avec notre métier. Et puis, il y a les branches de culture générale. Et puis, en fait, ça s'est assez bien passé parce que c'était tout autre chose que l'école obligatoire. C'est-à-dire que la façon dont la formation est donnée, ça change on se sent un peu plus comme des adultes, même si on reste à 16 ans ou comme ça, on reste encore des jeunes, mais la façon dont les cours sont donnés, c'est un peu plus approprié. Et puis, quand on apprend pour son métier, on l'aborde d'une autre façon. Je me souviens qu'il y avait certains trucs à l'école, comme par exemple les maths ou comme ça, c'était pas tellement mon fort.
Et puis finalement, au CFC, j'ai eu des déclics parce que les choses étaient expliquées différemment. Et puis je travaillais d'une autre façon ça m'intéressait plus, quoi. Ouais. Et justement, au niveau scolaire, est-ce que toi, justement, ça a fait pencher ton choix de choisir de faire un CFC par rapport à un RAC ou au contraire de... Non, moi, à l'école, de toute façon, j'ai toujours voulu faire un travail manuel. Donc, il n'y avait pas de question, quelle que soit ma voie scolaire, si j'étais en voie générale, mais dans tous les cas, j'avais envie de faire de toute façon un métier manuel et puis de faire un CFC, de rentrer dans le monde du travail et puis de quitter ce monde scolaire. Donc, c'était ça mon choix principal. Après, rester à choisir le métier qui m'intéressait le plus. Est-ce que tu as fait des stages? Qu'est-ce qui t'a poussé? J'ai fait plusieurs stages dans la construction. J'ai fait différents types de métiers. Et puis, ce qui a poussé à ma décision finale, en fait, c'était que dans tous les autres corps de métier que je faisais au niveau de la construction, ils disaient toujours « Ah, les électriciens, je comprends rien, c'est trop compliqué. » Ils regardaient les plans électriques, ils disaient « Ah ouais, non, mais ça, c'est les électriciens, mais on comprend rien à ce qu'ils font. » Et du coup, j'ai trouvé cool ce côté au fait, ça a l'air d'être un peu plus technique que peut-être d'autres métiers. Et puis qu'en tout cas, les gens ont de la peine à comprendre vraiment comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qu'on fait. Et ça m'a intrigué. Et puis, quand j'ai été faire des stages après dans ce domaine-là, c'est là que j'ai eu tout de suite les déclics en me disant « Ok, c'est ça que je veux faire au niveau de la construction. » En plus, c'est un domaine où l'électricien, il est en lien avec tous les autres corps de métier. Donc, j'aimais bien aussi tout ce qui était menuisier charpentier. J'avais fait un stage de maçon. J'avais fait un stage de constructeur métallique et j'aimais bien un petit peu aussi ces autres domaines. Mais ce qui était cool, c'est que l'installateur électricien, il est en lien avec ces domaines lors d'une construction ou lors de divers travaux. Donc, on reste quand même en contact avec ces autres métiers qu'on aime bien et on connaît aussi leurs techniques de travail. Donc, ok, un peu les chirurgiens du bâtiment, quoi. Mais je trouve intéressant l'aspect que ce qui t'est attiré, c'est l'aspect justement technique et d'avoir ce lien aussi entre les corps de métier. J'imagine que ça amène aussi une compréhension globale des métiers de la construction. Et puis, par rapport aux différentes entreprises dans lesquelles tu es allé faire un stage d'installateur électrique, qu'est-ce qui a poussé ton choix? Qu'est-ce qui a motivé ton choix à choisir l'entreprise Vielec dans laquelle tu es encore? Voilà. J'ai fait des stages que chez Vielec. Ah, ok. Donc, c'était vite réglé. Mais au niveau humain, personnel, qu'est-ce qui a été ton déclic où tu t'es dit, voilà, alors je change ma question. Tu t'es pas dit, je vais aller faire un autre stage dans une autre entreprise. Tu as été suffisamment convaincu par celle-ci. Est-ce qu'il y a eu un critère particulier? Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui a été un déclencheur? Alors, c'était... De toute façon, la base du truc, c'est en fait pourquoi déjà j'étais faire un stage chez Vielec. Déjà parce qu'ils prenaient des stagiaires. Et puis aussi parce que c'était une entreprise qui était connue dans la région. Ma maman qui travaillait aussi dans une entreprise qui était dans la construction connaissait aussi, travaillait aussi avec Vielec. Donc du coup, c'est un peu elle qui m'avait orienté déjà vers cette entreprise. Et puis du coup, Vielec, je les avais vus aussi sur des chantiers en ayant fait d'autres stages dans d'autres boîtes, d'autres métiers. Donc au final, j'ai pensé qu'à eux. J'ai pas autrement regardé ailleurs. Et puis en termes de taille d'entreprise, de structure, comme c'était fait, ça m'a tout de suite plu. Et puis c'était aussi approprié. On était une quinzaine. C'était une taille de boîte quand même qui était agréable. On se connaît tous entre employés. Et puis quand j'étais en stage là-bas, j'étais bien accueilli. Et puis en plus, c'était aussi l'entreprise, elle est à 10 minutes d'où j'habitais. Donc c'était aussi assez cool de ce côté-là. Et quand on arrive comme ça dans une entreprise à taille humaine, d'une quinzaine de collaborateurs, comment est-ce qu'on se sent en tant qu'apprenti par rapport aux collègues, par rapport aux autres apprentis? Est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que tu appréhendais? Comment tu t'es fait accueillir?
Alors, de toute façon, on est toujours un petit peu stressé au début et puis on appréhende un petit peu les relations, comment ça va se passer. Mais après, ce qui est cool dans une taille d'entreprise comme ça, c'est qu'en fait, on peut pas tellement se cacher. Il y a tout le monde tout le monde se connaît, tout le monde se voit. Il y a très peu d'hierarchie. Il y a pas 50 échelons. Donc, au final, on a un lien direct rapidement tout de suite avec les patrons, les employés. Et puis, en fait, du coup, on se sent vite impliqués. Et puis, forcément, tout le monde a pas mal d'attentes sur l'apprenti. Donc, on doit vite un peu prendre ses marques et puis montrer ce qu'on vaut. Après, voilà, on se rend compte qu'il y a des apprentis, ça peut être un peu plus compliqué, où il faut un peu plus de temps. Mais globalement, je dirais, c'est ça, c'est que dans une taille de boîte comme ça, on ne peut pas se cacher, puis ça nous pousse du coup, à faire tout de suite les choses assez bien et puis faire ses marques. Parce que c'est dans les premières semaines d'apprentissage ou même de stage, mais déjà dans les premières semaines d'apprentissage, quand on commence, c'est là qu'on se fait déjà juger par les monteurs. Et puis on sait comment c'est. Il y a des monteurs, ils sont tout contents de bosser avec les apprentis. Les monteurs, ils sont un peu plus réticents. Et puis du coup, de faire rapidement ses preuves, ça permet aussi rapidement de se faire un petit peu respecter. Ouais. Et puis, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu as pu maintenir cet état d'esprit au sein de l'entreprise, ou au contraire, est-ce que tu as fait évoluer des choses par rapport à l'accueil des apprentis et à comment ils sont encadrés? Alors je pense que l'évolution elle est un peu globale, c'est-à-dire que j'ai pas la même façon de manager mon équipe ou un rapport à la personne qui est déjà un petit peu différent que les anciens patrons, de par ma génération, de par les contacts que j'ai avec mes employés. Et forcément, j'ai aussi introduit ça avec les apprentis, où j'essaie vraiment de les faire se sentir à l'aise. Le premier truc déjà, il faut qu'ils se disent « Ok, c'est cool, je suis content de venir bosser ici ». C'est-à-dire souvent le retour qu'on a des stagiaires, que après ils font des demandes pour avoir un apprentissage, souvent ils ont passé une bonne semaine, ils ont bien aimé l'ambiance, c'est souvent ce qu'on a aussi de retour des parents. Donc du coup, ça c'est déjà une chose, le fait qu'eux ils se sentent bien, et puis après qu'ils se sentent rapidement en confiance en fait. Et non pas d'essayer de garder un peu une barrière, d'être hyper strict, et puis de leur faire peur, et puis qu'ils se sentent un peu impressionnés, qu'ils ne se sentent pas dans leur basket, et puis qu'ils aient juste envie de fuir. Et pour toi, justement, on parlait de l'encadrement. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entreprise qui sont dédiées à la formation des apprentis, ou est-ce que tes apprentis, au contraire, ils tournent avec les différents collègues, les différents chantiers, etc.? Alors, c'est au niveau légal, et puis c'est moi qui suis responsable de leur formation. Après, forcément, ils sont en permanence avec des employés. Donc, au niveau du travail en lui-même, et puis c'est presque plus mes employés qui vont vraiment les former. Et moi, je dois superviser tout ça. Et c'est aussi un petit peu mon job de sentir en fait quel apprenti va avec quel employé. Parce que ça ne matche pas avec tout le monde. Et puis voilà. De toute façon, ils doivent aussi, les apprentis, apprendre à côtoyer différentes personnes avec différents caractères, puis ma foi s'adapter. Il y en a avec qui c'est beaucoup plus simple que d'autres. Mais après, c'est clair, globalement, j'essaie de faire en sorte que l'apprenti aille avec le monteur avec qui ils s'entendent le mieux, puis avec qui ils ont le meilleur rapport professionnel et aussi un peu personnel. C'est toujours ça qui est un peu difficile, c'est qu'ils ne doivent pas devenir trop potes non plus, mais ils doivent quand même l'être suffisamment pour qu'ils s'entendent bien et puis que ça collabore. Et puis, est-ce que tu as été des fois dans l'obligation d'expliquer à un collaborateur peut-être plus réticent à travailler avec des apprentis que c'était important pour l'entreprise, pour le métier, et justement avoir aussi un accompagnement tant au niveau de l'apprenti, mais aussi de tes collaborateurs, en disant voilà, aujourd'hui tu vas travailler avec l'apprenti Bien sûr, on leur explique. Après, il y a des gars, ça fait 30 ans qu'ils font ça, puis ça fait 30 ans qu'ils ont un peu la tête carrée. Donc voilà, c'est un peu l'avantage d'avoir quand même une mixité et puis d'être assez de personnes pour dire écoute, voilà, fais aussi un effort pendant quelques jours. Mais après, c'est clair que c'est jamais sur du long terme avec ce genre d'employés-là. Et puis par rapport aux parents, est-ce que tu fais régulièrement des rendez-vous, un suivi? Est-ce que tu les rencontres? Ou même au niveau des notes, au niveau scolaire? Comment est-ce que ça se passe au sein de ton entreprise, cet aspect-là? Alors, au niveau des parents, nous, on apporte une assez grande importance pour que les parents soient impliqués dans
dans le choix de l'apprentissage et puis dans le suivi. Malheureusement, on est confronté à des apprentis qui ont aussi un petit peu des familles qui sont dispatchées et il n'y a pas toujours les deux parents, voire peut-être même pas du tout, qui suivent. Alors ça, on essaye un peu de voir comment ça se passe, mais globalement, oui, on aime bien que les parents soient derrière. On les voit à la signature du contrat parce qu'on on donne aussi toutes les explications, comme ça ils sont deux, il y a tout le monde qui entend, il y a l'apprenti, il y a les parents qui entendent ce qu'on attend. Et puis après, on fait un suivi. Je dirais le suivi, il est un petit peu lié avec les apprentis avec qui ça s'est super bien passé. On a très peu vu les parents pendant les 4 ans. Et puis, on essaie plutôt de voir un peu cet équilibre en fonction quand on sent qu'il y a un peu une baisse. Ben là, on essaie de revoir les parents et puis dire comment vous sentez le truc. Des fois, on aime bien aussi si les parents nous disent ouais, même nous à la maison, on a un peu de la peine à gérer ou on ressent une baisse de motivation, etc. On peut aussi un petit peu avoir l'avis des parents puis se dire ok, ouais, j'avais vu juste, il y a effectivement un petit souci et puis qu'on trouve la solution. Donc, tu vas pas forcément rencontrer les parents si ça se passe bien. Ok. Donc, des fois, ça t'est arrivé de pas revoir les parents avant la remise des Ouais, CFC des fois, sur les 4 ans, on les a peut-être vus 3-4 fois, quoi. Ok. Donc, il y a un point positif, c'est que l'apprenti il se dit si ça se passe bien, j'ai pas du tout de lien entre la maison et le travail parce que mon patron va pas pas être confronté aux c'est parents. ça. Si l'apprenti, si ça se passe bien et puis que lui se sent bien aussi et puis que il y a pas autrement de raison, quoi. Ça les responsabilise aussi rapidement. Après, de toute façon, il y a quand même un suivi. On doit signer leur carnet scolaire. Les parents aussi. Donc, de toute façon, il y a quand même, sans qu'on se voie en permanence, il y a quand même on sait qu'on est les deux en train de regarder ce que l'apprenti fait. Après, si on sent qu'on a besoin d'en discuter et puis de se voir. Après, il y a des parents aussi qui veulent nous voir. Il y en a d'autres, ça leur passe par-dessus la tête. Donc, on trouve un juste équilibre. Et puis, c'est vraiment, on n'a pas une ligne de conduite fixe au cas par cas. Ok. Et justement, tu parlais de responsabilité avant. Comment tu vois l'évolution des responsabilités par rapport à tes apprentis? Est-ce que tu vois qu'il y a des échelons qui sont franchis au fil des années ou au fil des mois? Pour toi, c'est quoi les étapes des apprentis chez toi? Si tu arriverais à expliquer. Tu dis au niveau personnel chez eux. Personnellement, comment ils évoluent? Alors, je pense peut-être d'abord au niveau compétences métiers. À quel point, tout d'un coup, ils peuvent gérer un chantier tout seuls. Enfin, je sais que toi, tu avais beaucoup de responsabilités à la fin de ton apprentissage déjà. Et puis peut-être aussi d'un point de vue personnel, parce que quand ils arrivent, ils ont 15, 16 ans. Puis quand ils repartent, ils en ont des fois 19, 20, quoi. Ouais. C'est en fait, c'est étroitement lié. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'est vraiment... ils sont beaucoup plus à regarder, ils sont beaucoup plus en soutien du monteur en termes déjà rien que de connaître aussi l'outillage. Hein. On a une panel d'outils qu'on utilise. C'est vraiment plutôt un soutien au monteur et puis voir comment le monteur travaille et puis de temps en temps donner un petit coup de main. Après, en fait, on est sans arrêt en test avec l'apprenti. C'est-à-dire qu'on lui fait faire quelque chose d'un peu plus poussé que ce qu'il fait d'habitude. On regarde comment ça réagit. Si ça se passe pas trop mal, on peut continuer de se lancer là. On répète l'exercice et puis après on va un peu plus loin. Si on voit que c'est beaucoup trop compliqué et puis que malheureusement on se rend compte qu'il a absolument rien compris à ce qu'on demandait ou comme ça, on se remet en question et puis du coup on recommence un peu plus bas. Puis on y va petit à petit. Certains ils ont besoin d'un peu plus de temps aussi pour comprendre ce qu'on leur demande. Certains en première ou deuxième année ils sont déjà motivés pour faire des petits boulots, des petites lignes apparentes, des choses comme ça. Et puis d'autres, ils comprennent pas trop comment il faut faire. Ou alors, ils observent pas le monteur de la même façon. Si certains, ils sont très observateurs et puis ils voient ce que le monteur fait, puis ils répètent les mêmes gestes. Et d'autres, ils sont là, mais ils sont peut-être pas là non plus. Ils ont un peu la tête ailleurs et du coup, ça rentre moins vite. Et puis voilà, par contre, nous, on essaye globalement quand même de les pousser un peu. C'est clair que les premières années, ils font un peu plus de chantier. En termes de bricole, c'est un peu compliqué de les faire toucher des outils chez des gens dans du privé. Donc là, c'est beaucoup plus, on regarde qu'est-ce qu'ils font.
comme travail. Par contre, sur les chantiers, c'est clair que là, ils touchent beaucoup plus à l'outillage. Puis après, à partir de la 3e année, on essaie quand même de gentiment leur faire comprendre que, en principe, ils arrivent déjà vers les 18 ans. Et là, on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils passent un cap en termes de prise de responsabilité et puis de ce qu'ils doivent faire. Parce que finalement, quand on est en 3e année, on se rend compte qu'il ne reste plus qu'une année après, puis on a fini. Donc voilà, c'est un peu la période transitoire, je dirais c'est la 3e. Et puis en 4e année, c'est là qu'on les teste, où on donne déjà le plus de trucs un peu à faire tout seul. Et puis on regarde comment ça réagit. Mais de nouveau, pas tous au même rythme. On se rend quand même compte qu'un CFC sur 4 ans, on se dit c'est long, puis finalement c'est pas si long que ça. On se rend compte que même à la fin du CFC, il y a peu d'apprentis. J'ai fait aussi expert pour les apprentis pendant quelques années, aux examens finaux. Et puis donc j'ai pu voir aussi que dans d'autres entreprises, c'est un peu pareil. Ils ne sont pas complètement matures à la sortie du CFC. Ils ont les outils, ils ont appris les choses, mais il y a encore une bonne partie de l'expérience qui doit se faire après en tant qu'employé. Moi, j'ai pour habitude de garder mes apprentis en tant qu'employé. Pour l'instant, j'ai pu le faire. Ce qui est cool, parce que du coup, ils sont déjà imprégnés de l'entreprise. Mais on se rend compte que une année, voire presque 2 ans après le CFC, c'est encore une sorte de formation continue, parce que du coup, ils ont peu d'expérience pratique. Et puis c'est peut-être un peu compliqué d'aller sur le marché du travail et dire voilà, j'ai un permis de conduire, je suis complètement autonome, mais vous pouvez me donner un job. Après, malgré qu'ils ont réussi le CFC, on se rend compte que c'est un peu délicat. Qu'il y a encore, je dirais, 2 ans presque d'expérience à engranger après le CFC pour là vraiment se dire ok, j'ai à peu près tout vu, je peux aller librement sur le marché. Ouais, je trouve intéressant ce que tu relèves, que finalement l'apprentissage est continu et puis il se poursuit même après l'obtention du CFC. Et je pense que c'est important pour les entreprises de valoriser ça, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, ça a été mon cas, qui ne gardaient pas les apprentis. Donc effectivement, tu te retrouves sur le marché du travail à 19 ans avec un CFC, mais tu dois tout d'un coup te réadapter à une entreprise, te réadapter à une manière de travailler. Moi, j'ai fait employé de commerce, donc il y a 19 branches d'employé de commerce, donc tout d'un coup, tu te retrouves presque dans un autre métier avec d'autres compétences que tu dois acquérir. Donc, c'est clair qu'il y a un accompagnement qui se poursuit, je pense, après l'obtention du CFC, quoi. Et puis toi, par rapport aux demandes de stage, lorsque tu recherches des apprentis, est-ce que tu as beaucoup de demandes? Est-ce que c'est compliqué pour toi de trouver des apprentis? Comment tu procèdes aujourd'hui pour recruter des apprentis? Alors, on n'a pas énormément de demandes. On a des demandes de stage, oui, mais en fait, qui aboutissent peu sur des demandes d'apprentissage. Donc, c'est pas comme si on avait un monstre choix de dire, OK, je peux choisir entre 5 apprentis, puis je prends le meilleur. Donc voilà. Après, je me suis perdu dans ta question. Ah oui, voilà. Ouais. Par rapport aux choses qu'on a mis en place, il y a eu une étape où on a vraiment eu un gros creux par rapport aux apprentis, aux demandes de stage, etc. Du coup, j'ai reboosté un petit peu. J'en ai beaucoup plus parlé autour de moi. On a mis des annonces dans le journal régional. On a fait un peu deux, trois choses pour pousser à ça, puis montrer qu'on forme des apprentis, en fait, parce que des gens, ils savent peut-être même pas. Et puis là, comme exemple, on fait le comptoir des Chalands, et au comptoir des Chalands, ils ont mis un accent où les jeunes pouvaient justement aller discuter vers les entreprises, puis c'était des entreprises formatrices. On avait un petit fanion sur notre stand qui disait « Ok, on est une entreprise formatrice, vous pouvez venir discuter vers nous ». Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Maintenant, c'est beaucoup le bouche à oreille. J'ai aussi un petit peu... on a eu des nouveaux employés. Ces nouveaux employés connaissent d'autres personnes. Donc ça agrandit aussi un petit peu ce cercle de bouche à oreille. Et puis forcément, même les jeunes entre eux, en fait, même s'ils ne sont pas de la même année, ils se connaissent parce qu'ils se connaissent par le foot, ils se connaissent par d'autres activités extra-professionnelles. Et puis du coup, ils en parlent. Et puis là, on a pu en fait avoir des apprentis. J'ai un apprenti par année, mais à chaque fois, ils se connaissent en fait déjà.
Donc, il y a certainement un lien qui est créé comme ça par le bouche à oreille. Tu parlais d'une démarche qui avait été mise en place par le comptoir des Chalands, justement pour que les jeunes puissent venir s'adresser aux entreprises qui avaient une pancarte en disant qu'ils étaient entreprises formatrices. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré par les institutions, l'État, pour justement stimuler ce lien entre les entreprises et les écoles pour que tu aies plus de chance et de visibilité en tant qu'entreprise formatrice? Il y a plein de trucs à faire, ça va être ton boulot. Non, il y a moi, je pense que si je parle dans ma région, ce qui serait pas mal, mais après, c'est aussi un truc qui doit être mis en avant par nous, mais on n'est pas sûr que de l'autre côté, c'est vraiment réceptif. Ce serait pas mal si on pouvait aller... moi, je me suis toujours dit que ça allait être cool de pouvoir aller dans les écoles et puis leur dire, bah voilà, il y a ça comme métier, les métiers du bâtiment, qu'est-ce que c'est, quitte à prendre une fois une journée dans un collège et puis tous les dernières années ou même avant, on peut dire, bah voilà, qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui existe. Et puis qu'on soit peut-être plusieurs camps de métier, faire un truc un peu un tir groupé. Et puis les jeunes, ils peuvent nous voir. Je sais que ça se fait dans certaines écoles. C'est un peu sous forme de speed dating, en fait, où il y a tous les entrepreneurs de la région qui vont dans cette école-là. Ils ont chacun un petit stand dans l'école. Puis tous les élèves, ils peuvent choisir leur stand. Et puis avoir un petit entretien. Puis après, décrocher un stage. Et puis ça permet un petit peu de se faire connaître, d'avoir un premier contact. Puis ça force aussi les écoliers à aller au contact, en fait, avec les entreprises. Ça, j'ai trouvé vachement bien. Mais ça se fait pas dans toutes les écoles. Et voilà. C'est, je pense, des démarches qui seraient assez appropriées de pouvoir vraiment se voir en vrai et puis discuter en vrai. J'ai de la peine à avoir du recul sur qu'est-ce qui est, comment c'est discuté quand ils sont avec leurs conseillers ou conseillères en orientation dans les écoles. On ne sait pas, en fait, ce qui se dit, comment ça se discute, comment c'est orienté. Donc voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de parents, en fait, qui peut-être n'expliquent pas, qui n'ont peut-être pas fait la voie d'apprentissage ou qui l'ont fait, mais qui n'expliquent peut-être pas comment ça se passe aujourd'hui. Et puis qui ne poussent pas forcément leur enfant à aller essayer de faire des stages, même s'ils veulent faire des voies scolaires après. Ça permet un petit peu de développer ses connaissances et puis de voir d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a plusieurs axes, en fait. Il y a les parents, les écoles, et puis nous, les entreprises, de se faire connaître et puis que les gens sachent qu'on forme. C'est un peu un mélange de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a une réalité aujourd'hui et qui va être, sauf erreur, modifiée par l'État de Vaud, mais c'est que les jeunes qui sont en VP, donc anciennement VSB, jusqu'ici, ils n'avaient pas la possibilité d'aller faire des stages du tout. Ça veut dire qu'ils arrivaient à 12 ans, 13 ans, et pour eux, il y avait la voie royale, c'était d'aller au gymnase ensuite. Et aujourd'hui, sauf erreur, ça va être mis en place, qu'ils aient aussi des semaines de prévues pour aller simplement découvrir des métiers, quitte à ce que ce soit même des métiers qui sont effectués par le biais d'une formation universitaire, un master, un doctorat, etc., un avocat, un médecin, etc., pour vraiment aller voir le terrain. Et puis parce que aussi, tout d'un coup, j'imagine que ça peut déclencher, ça peut ouvrir l'esprit et déclencher des émotions positives ou négatives pour les jeunes, de beaucoup plus aller à l'encontre des différents métiers. Et je trouve intéressant, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est très... je crois que c'est des volontés individuelles des collèges et des directions, des doyens, d'organiser ce genre d'événements dont tu as parlé avant. Mais en effet, aujourd'hui, il y a encore trop peu de liens qui sont faits entre l'orientation, enfin, la responsable d'orientation et les entreprises. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, on décrit une différence entre un apprentissage de menuisier, d'électricien ou de maçon, quoi. Comment ça se passe? Si tu n'as jamais travaillé dans le domaine, j'imagine que, hormis que c'est différents métiers, concrètement, c'est quoi les différences, quoi? Et puis, aujourd'hui, par rapport aux apprentis,
qu'est-ce que tu sens, sans parler du recrutement que tu as abordé juste maintenant, qu'est-ce que tu sens que tu pourrais améliorer au niveau de la gestion des apprentis, au niveau de ton rapport à eux, ce genre de choses? Je pense qu'à titre personnel, ce que je pourrais améliorer dans l'entreprise, c'est avoir encore plus de suivi en fait, de l'apprenti. Moi, j'ai été assez rapide. C'est vrai que si je fais rapport à moi, j'étais assez autonome rapidement. J'ai pas eu un encadrement assez très strict de mon apprentissage, mais ça s'est très bien passé comme ça. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, les générations changent un peu et on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir un peu plus de suivi et de leur laisser plus de temps, en fait, de faire des choses. Donc là, j'ai commencé déjà cette année à mettre en place où l'apprenti il a beaucoup plus de temps en atelier pour faire des exercices qui sont propres aussi à ce qu'ils font au cours pratique, au cours interentreprise, ce que je faisais pas forcément avant. Et du coup, c'est clair qu'avant, il y a quand même une différence entre faire du chantier et puis faire des travaux chez des privés et puis de se retrouver dans une école à faire des petites installations, poser des prises et du canal sur des panneaux en bois. Donc j'essaie de créer un peu un lien entre deux et de leur laisser plus de temps pour qu'ils puissent un peu s'entraîner et puis qu'ils soient un peu plus à l'aise pour faire des exercices sur lesquels ils seront notés. Donc je pense que c'est ça un petit peu que je peux leur apporter. Après, en termes de cours, ça c'est plutôt pour l'aspect pratique. Et puis tout ce qui est théorique, eh ben, moi c'est encore frais dans ma tête. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai quitté les études. Donc je me mets vraiment à leur entière disposition pour leur expliquer des cours, etc. Mais j'essaie vraiment de leur dire, je ne vais pas vous redonner un cours que le prof a déjà dû vous donner. Je vais vous donner une explication sur un sujet que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'ils doivent venir vraiment avec des questions et non pas juste dire, j'ai globalement rien compris du thème. Sinon, je passe mon temps à donner des cours et ce n'est pas le but non plus. Donc, j'essaie vraiment d'être un appui et puis dire, OK, sur ce sujet-là, vous avez vu ça, t'as pas compris quoi. Et puis moi, je développe après cet élément-là, puis je donne quelques outils pour la façon dont ils doivent comprendre les choses, la façon dont ils doivent faire leurs calculs. Et puis voilà. Mais après, ça c'est de nouveau cet échange qu'on a avec l'apprenti. Certains, ils l'utilisent très bien, ils viennent régulièrement me poser des questions. Puis d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est plutôt à moi de réinsister et leur dire, je suis sûr que tu as des questions, mais tu veux juste pas me les poser. Et puis du coup, de nouveau, on donne certains outils. Après, on va pas non plus ça doit aussi venir un peu d'eux. On va pas non plus les forcer tout le temps à faire des choses. Donc on essaie vraiment d'avoir un peu cet échange permanent. Donc, globalement, ça serait vraiment le côté micromanagement des apprentis ou plus adapter justement la façon de faire par rapport aux différents profils. Parce que comme tu le disais, il y en a qui vont être plus dans le flow, comme on dit, et d'autres qui vont avoir plus besoin d'un accompagnement, quitte à exploser plus tard, parce que chaque différence d'apprentissage est différente, quoi. Ok. Et puis, on va revenir sur ton parcours plus personnel. Donc, tu nous as expliqué que tu avais fait justement ton CFC sur 4 ans, que tu avais ensuite travaillé 3 ans en tant que collaborateur. Est-ce que tu savais tout de suite, est-ce que tu t'es renseigné tout de suite durant ton apprentissage sur la suite possible en termes de brevets et de maîtrise fédérale par rapport à ton domaine? Ou alors, est-ce que après 3 ans, tu as fait ça, tu as décidé ça sur le tas ou comment ça s'est passé, Non, cette moi, réflexion? j'ai fait une petite spéciale quand même. J'ai toujours su que j'arrivais au bout de mon CFC, je m'étais toujours dit que je voulais évoluer. Après, je ne m'étais pas forcément dit je vais être patron d'entreprise, je ne m'étais pas forcément dit exactement qu'est-ce que j'allais faire. Mais je savais que je m'étais fixé un peu des objectifs dans la vie. Et puis, ça en faisait partie, c'était de pouvoir évoluer et puis aussi au niveau social, de pouvoir passer un cap, etc. C'était un peu des idées que j'avais en tant qu'apprenti. Du coup,
dans le but aussi de sortir un petit peu du chantier pur et dur et puis de voir d'autres choses un peu plus techniques. Et je m'étais pas assez renseigné. Après, on a eu aussi très peu d'explications là-dessus au niveau des diverses possibilités. En fait, on dit à l'école, il faudrait aller leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme apprentissage. Puis quand on est apprenti, il faudrait peut-être venir nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, c'est un peu la même chose, mais à un échelon différent. Et du coup, j'avais pas eu 36 000 options. Puis après, c'est plus du bouche à oreille, ce qu'on entend un peu à gauche, à droite, d'aller voir sur Internet. Et puis c'est vrai que je m'étais d'abord inscrit pour faire une ES. Et puis, je m'étais complètement, en fait, que j'avais été lire sur Internet qu'est-ce que j'allais apprendre dans cette ES, qu'est-ce que ça allait m'apporter et tout, ça avait l'air cool. Et puis en fait, quand j'ai quitté le monde du travail, puis je suis arrivé de nouveau dans le monde scolaire, en fait, c'était vraiment une école à 100%. Donc là, c'était une première erreur, parce qu'il en existe où on est en cours de travail. Moi, j'ai fait un truc où j'ai arrêté complètement de travailler. Et puis j'ai fait 2 semaines, quoi, en fait. Ça n'a pas du tout été. Donc j'avais donné ma démission, j'ai commencé cette école, j'avais acheté tous les bouquins, tout, c'était super. Et puis finalement, c'était un flop total. De par ce qu'on allait apprendre, de par l'ambiance qui m'entourait, enfin, c'était pas possible, quoi. J'allais pas pouvoir faire ça pendant 2 ans. Et puis, j'hésitais déjà, en fait, de faire un peu la voie scolaire et puis de faire les brevets fédéral. Et du coup, ça m'a vraiment réconforté, en fait, sur ma décision. Donc, du coup, j'ai stoppé l'école. Je suis revenu vers mon patron en disant, voilà, je suis désolé, je me suis complètement planté. Est-ce qu'il y a moyen de me reprendre? Par chance, il m'a engagé direct. Et du coup, j'ai dû boucler l'année comme ça, où j'ai travaillé en tant qu'employé. Et puis l'année d'après, là, je m'étais inscrit au brevet. Là, cette fois, j'avais été vraiment suivre une journée d'information. Qu'est-ce que c'était le brevet? J'avais un peu plus poussé mes recherches. Et puis là, ça m'avait vraiment réconforté dans mon choix. Et puis là, c'était en cours d'emploi. Donc, je travaillais, puis je faisais les cours. Donc, ça revenait un petit peu au même style que de faire un CFC. Et puis, du coup, là, c'était banco. Donc là, j'ai pu commencer mon brevet. Et puis je me sentais bien. Donc, tu as expérimenté le fait de revenir. J'ai expérimenté le fait de revenir, de quitter le domaine du travail pour faire du 100% scolaire. Et ça m'a pas du tout convenu, parce qu'en fait, ça m'a permis de me rendre compte que oui, je voulais me perfectionner, mais je voulais me perfectionner dans ce que je suis en train de faire maintenant. Et la voie scolaire me sortait beaucoup trop de ce que j'étais en train de faire, du domaine de la construction. Et du coup, il y avait vraiment c'était vraiment le brevet fédéral qui était adapté pour ça. Et du coup, voilà. Ok, trop bien. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. C'était quoi comme ES, juste pour information? Ça s'appelait comment? C'était l'école supérieure je sais plus quoi. Il y en a plusieurs de ces ES et j'avais pas pris la bonne. Ok. On le rappelle, les ES qui peuvent, on peut aller en ES en ayant en ayant uniquement un CFC. On a pas besoin d'avoir une matu, oui, ouais, ou tout à fait. Des choses comme ça. Puis, sauf erreur, les ES sont bientôt reconnus presque comme des bachelors en termes de compétences et qu'est-ce qui est acquis durant l'ES. Mais ok. Donc, le brevet fédéral, les cours, comment ça s'est passé? Tu parlais du brevet fédéral comme étant similaire au CFC en termes de dualité entre les cours et le travail. Comment ça s'articulait? Est-ce que c'était 1 jour par semaine, 2 jours par semaine? Comment tu as dû t'organiser? Est-ce que tu as dû baisser ton pourcentage? Alors, c'était un mélange entre 1 jour et 2 jours par semaine en fonction de leur planning. Et puis, c'était les vendredis et les samedis. Donc oui, j'ai dû baisser mon taux. Et puis après, en fait, j'ai fait, au lieu de faire les 2 brevets de façon séparée, j'ai fait les 2 brevets couplés. Et du coup, j'avais les cours tous les mercredis soirs. Donc ça, c'était après le boulot, 18h, 21h. Et puis après, j'avais tous les vendredis et tous les samedis. Donc les 3 premiers mois, c'était vendredi et samedi. Puis après, c'était un peu plus intense. Parce que j'ai voulu coupler les deux brevets en même temps. Donc, c'est clair que c'était un gros investissement au temps, surtout les mercredis soirs après la journée de travail, d'aller au cours. Mais voilà, de nouveau, c'était en lien avec le métier. On revoit aussi des potes, donc on change un peu d'ambiance. Et puis on sait pourquoi on le fait. À la fin, ça donne quand même
on a un domaine où les brevets nous donnent des autorisations qui sont spécifiques. Du coup, on sait que c'est vraiment valorisé. Et puis voilà. Après, le temps de travail, c'était aussi un accord avec mon ancien patron. C'était de pouvoir, les mercredis, partir un peu plus tôt pour avoir le temps de me préparer, le trajet, etc., pour aller au cours. Et puis forcément, pouvoir prendre congé les vendredis. Et puis après, mélanger à tout l'aspect travail, temps, il y avait l'aspect financier, qui est aussi un sujet à aborder. Et puis le but, c'était de trouver une bonne entente avec... moi, je faisais ces papiers de toute façon pour rester dans l'entreprise. Donc lui, il a aussi été OK pour s'investir. Puis on a fait un peu moite-moite. OK. Donc, le brevet fédéral, tu n'as pas reçu un soutien de la Confédération, c'est plutôt ton employeur qui a participé Non, aux alors frais. le brevet en lui-même, c'est tout moi qui l'ai payé. D'accord. Mon ancien patron, par contre, il m'a payé les vendredis où j'étais au cours. D'accord. Lui, il OK. payait un temps de travail. Il t'a offert un 20%. Voilà, Ouais. exactement. Il m'a offert un 20%, quoi. OK. Et puis, après, 20%, un peu moins, parce que disons, toutes les vacances scolaires, j'avais pas de cours, donc j'allais bosser. Oui, OK. C'était vraiment toutes ces étapes-là. Et puis moi, individuellement, je finançais mon brevet. Et puis après, à la fin du brevet, lors de la réussite des examens, on avait la possibilité de se retourner vers le canton et puis de toucher une participation de l'État jusqu'à hauteur de, sauf erreur, 50% du montant du brevet. OK. Ah ouais, donc c'est le canton, c'est pas la Confédération. D'accord, OK. Non, c'était canton. Canton au niveau brevet et puis confédération au niveau maîtrise. OK. Et puis, qu'est-ce que tu as dû faire comme concession personnelle pendant ton brevet? Est-ce qu'il y a des hobbies, du sport, des choses que tu as dû moins faire parce que tu avais beaucoup de cours? Je faisais du foot, t'es bien placé pour le savoir. Donc voilà, j'ai pu garder tout, j'ai pu garder un peu de tout, mais j'ai dû baisser aussi un petit peu partout. C'est-à-dire que là, le foot, je pouvais plus m'investir autant qu'avant, donc j'ai dû... on a déjà changé de ligue, diminuer le nombre d'entraînements, donc il fallait trouver une équipe où ils étaient OK pour pouvoir que je sois pas là tout le temps. Après, ça m'a fait du bien aussi de garder le foot parce que c'était bien de sortir un peu de ce monde juste travail, cours, etc. Donc ça m'a permis aussi de m'extérioriser. Donc ça, je dis pas qu'il faut l'enlever, mais c'est clair que j'ai pas pu en faire autant qu'avant. Et puis après, forcément, la vie de couple aussi. J'ai eu la chance de pouvoir être avec une personne qui a compris ce que je faisais, en fait. Donc, était OK pour que je sois pas là les week-ends, qu'à côté de ça, que j'ai un peu de temps, que j'allais faire du foot, et puis que le reste du temps, effectivement, on était ensemble. Mais c'était un peu un mélange entre tout ça. Diminuer aussi forcément un peu les sorties. Mais après, voilà, ça fait partie des concessions. Après, de toute façon, on se rend compte qu'il y a un petit peu tout le monde qui change son rythme de vie à ce moment-là. On est tous en dehors, on a tous fini nos CFC. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui font d'autres boulots, on se voit moins. Donc, de toute façon, tout le monde a son rythme de vie qui évolue un peu. Donc, ça n'a pas été un trop gros souci de changer tout ça. Finalement, c'est des discussions, c'est des compromis. Et c'est partager aussi ses objectifs et puis sa vision avec son entourage, que ce soit au niveau, comme tu le disais, au niveau de son couple, au niveau du foot et même Ce qui était cool, c'est que même mon cercle d'amis, en fait, mes potes, c'était aussi des gens avec qui je pouvais partager ce que je faisais. Et puis, c'était des gens qui me comprenaient aussi, parce que c'était aussi dans le monde du travail, ils avaient aussi des envies d'évolution. Donc, finalement, on faisait peut-être pas tous les mêmes sacrifices au même moment, mais on pouvait quand même partager ce que je pouvais partager un peu ce que je vivais. Et puis ça, c'était cool. Avant, tu m'as dit que ton patron t'avait soutenu justement durant ton brevet fédéral parce que tu avais une volonté de rester. À ce moment-là, est-ce que quand tu dis que tu avais une volonté de rester, tu avais une volonté de reprendre quand même l'entreprise sur le moyen long terme ou pas du tout? Pas encore. Ce que j'ai commencé, c'était en 2014. Et puis à ce moment-là, il y avait encore les deux patrons qui étaient à la tête de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je voulais aussi payer j'avais pas négocié pour participer, pour vraiment payer mon propre brevet, pour que j'ai quand même aussi une certaine liberté après
de dire, OK, on a partagé, qu'est-ce qu'on se donne encore, mais que je puisse aussi faire mon propre truc. Parce que forcément, comme il y avait 2 patrons à la tête de l'entreprise, c'était compliqué de savoir quelle sera ma place là-bas au milieu. Et puis voilà, ça s'est passé au début comme ça. Puis après, vraiment, l'aspect reprendre de l'entreprise est arrivé un peu plus tard, quand il n'y avait plus qu'un des 2 patrons, et puis que lui, il cherchait aussi une relève. Et puis en termes de déclencheur, c'est à quel moment déjà, je vais te poser une autre question d'abord. Donc tu m'as dit qu'il y avait eu 3 ans entre le moment où tu avais fini ton CFC, où tu avais commencé ton brevet, avec ce petit écart avec l'ES. Combien il y a eu de temps entre le brevet et la maîtrise? Est-ce que ça a été tout de suite, ou est-ce que même au niveau juridique, est-ce que tu as le droit d'enchaîner? Comment ça se passe? Alors, de toute façon, il demande une certaine expérience avant de pouvoir accéder à la maîtrise. Mais les années qu'il faut pour faire le brevet te donnent d'office l'expérience qu'il faut. Donc, tu ne peux pas griller les étapes. Il m'a fallu 3 ans et demi, en fait, mais j'ai tout enchaîné. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2014 les 2 brevets. Le temps que je fasse tous les cours, les examens, etc. Ça s'est terminé en 2017. Et puis après, j'ai pris la prochaine volée de la maîtrise qui commençait en 2018. Et puis elle a duré jusqu'en 2020. Donc finalement, il y a eu des discussions avec tes patrons, ou ton patron, puisqu'il y en a un qui était parti entre deux, sur la suite. Pendant ton brevet, tu as pu discuter de la suite avec ton patron. L'élément déclencheur, c'était qu'à la fin du brevet, voilà, quand on fait ses brevets, on en a un peu plein la tête à la fin, puis on se réjouit d'en sortir. Et puis c'est vrai que c'est quand on a réussi le brevet qu'on se dit, OK, j'ai fait tout ça, je peux pas m'arrêter là, faut que je fasse cette maîtrise. Presque le plus gros, entre guillemets, avait été fait. Et du coup, au moment où j'ai pris ma décision de m'inscrire à la maîtrise fédérale, droit après, en fait, ça a donné le 100% de confiance à mon ancien patron. Et puis après, lui, c'est là qu'il a abordé la chose. C'est lui qui est vraiment venu me parler de ça. Après, il sentait, je pense, on avait quand même un moment donné où moi, je voulais prendre mes décisions. Lui, il avait ses façons de faire. Moi, j'apportais plein de nouvelles choses. Et puis, on a vraiment bien pu avancer comme ça. Mais du coup, ils se sont aussi rendu compte un petit peu que c'était pas conflictuel, mais ils se rendaient bien compte que je voulais aussi ma place dans tout ça. Et puis que c'était soit il me proposait quelque chose, ou soit ça allait s'arrêter dans les 2 ans à venir. Et puis lui, quand je me suis inscrit à la maîtrise, parce que voilà, il faut avoir la maîtrise fédérale pour avoir les autorisations de signer en tant qu'installateur électricien, c'est dit, OK, c'était l'élément déclencheur. Et puis c'est là qu'en 2018, il m'a proposé de pouvoir reprendre l'entreprise. Début des discussions, disons. Justement, comment s'est passée la transition? Parce que évidemment qu'il y avait une différence générationnelle. Est-ce que tu sens que qu'est-ce qui a fait la différence pour lui, selon toi, sur le fait de te transmettre l'entreprise? Tu dis pourquoi il a choisi moi et pas quelqu'un d'autre? Voilà, par exemple. Globalement. Déjà, par rapport à mon propre investissement au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que je me suis aussi investi, ce que d'autres n'ont pas fait. Il avait proposé aussi à d'autres monteurs de faire des papiers. Personne n'avait voulu se lancer. Et puis moi, je faisais mon propre chemin. Et puis voilà. Puis en fait, on s'entendait bien. Et je pense qu'il a vu aussi en moi... après, c'est lui qui devrait témoigner normalement, mais il a aussi vu en moi forcément le potentiel. Et puis il a senti que ça allait bien se passer. C'est aussi quelqu'un de très humain, donc il sait forcément beaucoup au niveau du contact. Et puis finalement, on s'est bien trouvé. Et puis après, aussi, ça c'est plus un peu de la chance, mais voilà, c'est aussi le bon timing. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé un petit peu au bon moment. J'étais en train de mûrir au bon moment. Puis lui, c'était gentiment là, le moment où il devait justement savoir comment il allait remettre son entreprise, comment est-ce qu'il voyait l'avenir. Et puis du coup, on s'est trouvé là, quoi. Et puis, comment tu vois la suite? Parce que lorsqu'on est patron à 29 ans, t'avais pas encore 30 ans, 28,
Quel âge t'avais quand je l'ai repris? Ouais. 28, ouais. J'ai 28. signé à 28 ans, ouais. Quand on devient patron à 28 ans, c'est quoi les prochaines étapes? Mes premiers objectifs, c'était pas très compliqué. Je reprenais une entreprise qui existait depuis 30 ans avec 2 monteurs qui avaient déjà 30 ans d'entreprise, donc qui étaient là depuis le début, tout plein d'autres qui avaient 10 et 15 ans d'entreprise. Donc c'était vraiment une boîte saine au niveau du personnel et puis au niveau de la notoriété qu'elle avait dans la région. Donc mon premier truc, c'était vraiment de garder ça, en fait, que les gens me découvrent, qui gardent confiance en l'entreprise et puis qui se rendent compte qu'en fait, je ne changeais rien à ce qui fonctionnait très bien. Premier truc, c'était ça. Et puis après, la chose que j'ai principalement apportée et que je continue à mettre en place, mais c'est vraiment je dirais le gros changement qu'il y a eu, c'est ça que j'aimais bien faire, c'était au niveau de l'organisation. C'est-à-dire mettre la bonne personne au bon endroit et puis au bon moment, c'est-à-dire vraiment bien gérer l'organisation de qui fait quoi, qui est où. Et puis c'est vraiment ça qui fait que la boîte a bien pu continuer à bien tourner et puis que les employés. Puis après, l'autre chose, c'était vraiment que les employés ne sentent pas de différence et au contraire qu'ils disent ah ouais non c'est encore plus cool. Que les employés ne se sentent pas réticents à ce que j'allais apporter. Après, ils l'avaient senti un petit peu, hein, donc ils se sentaient bien que je prenais beaucoup plus de place dans l'entreprise. Puis moi, j'ai toujours gardé. Vous pensez que je dis la moitié d'entreprise que je dirige, ils m'ont eu comme apprenti. Donc, on a toujours su, autant eux envers moi que moi envers eux, avoir un respect mutuel et puis dire, attirer le meilleur de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que moi, je m'appuie vraiment sur leur expérience pratique. Certains, s'il n'a pas fait ça, ils travaillent mieux que moi manuellement et tout. Mais moi, je peux apporter tout l'aspect technique et puis organisationnel et puis garder ce bon contact et puis vraiment utiliser le meilleur de chacun. Et puis pas chambouler tous les codes, pas chambouler des choses qui ont fonctionné pendant 30 ans. Je crois qu'il n'y a pas meilleur message que de pouvoir être le patron, le directeur de gars qui t'ont eu comme apprenti. Ouais, je crois que c'est clair, c'est cool. C'est génial. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu sens que l'apprentissage, puis le brevet, puis la maîtrise t'ont apporté sur le plan plus personnel, humain, que sur les compétences. Les compétences, je dirais, techniques. Alors, je dirais que ça m'a principalement apporté de la confiance en moi. C'est-à-dire que c'est toutes des étapes, en fait, qui permettent à titre personnel d'évoluer, de se forger un caractère, de se sentir compétent, voilà. Donc c'est vraiment, je pense, la confiance en soi qui m'a le plus apporté si on sort tous les aspects techniques. Et puis la confiance en toi, tu te l'es développée tout seul, tu as l'impression, ou au contraire, c'est les gens que tu as rencontrés, tes collègues, ton patron qui te l'ont aussi donné? Alors je pense que c'est un peu des deux. Après, à titre personnel, vraiment, on ressent ce qu'on a envie, on ressent ce qu'on a envie de dégager, on sait à quel moment on se sent bien, puis à quel moment on se sent pas bien, mal à l'aise, pour se dire j'ai mal géré la situation, ou je veux plus que ça se passe comme ça, ou ces choses-là. Et puis c'est là qu'on développe un propre caractère, puis propre confiance en soi. Et puis après, c'est clair que d'avoir des gens qui vous donnent des tâches, qui vous font confiance et qui croient en vous, forcément, ça donne aussi la confiance en soi. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et puis, dernière question. Si tu pouvais te glisser un conseil à 15 ans, le premier jour de ton apprentissage, qu'est-ce que tu te dirais? C'est compliqué parce que chaque étape a été bénéfique pour moi et mon évolution. Donc, je sens pas quelque chose que j'aurais dû changer comme ça. Le conseil, c'est que à 15 ans, et ça, ma maman peut témoigner, à 15 ans, je disais déjà, je veux travailler parce que je
je m'étais fixé en fait des objectifs dans la vie en disant à tel âge, je veux pouvoir avoir ça, je veux pouvoir m'acheter ci. Enfin voilà, j'avais un peu ce côté-là. Et puis je me suis toujours dit, faut que je me donne les moyens pour. Donc voilà, je pense qu'à 15 ans, il faut se dire, qu'on ait 15 ans ou 16 ans, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis de se donner les moyens en disant, OK, oui, moi, je veux... c'est un peu comme le permis de voiture. Quand on se dit, oui, à 18 ans, je veux absolument le permis et puis pouvoir avoir une voiture. OK, qu'est-ce que tu mets en place comme moyen pour passer ton permis et puis pour t'acheter une voiture? On a un peu... voilà, c'est un peu dans cette idée-là. C'est de se dire, OK, à 15-16 ans, j'ai envie de faire ça. Il n'y a pas forcément besoin de savoir ce qu'on va faire à 50 ans, mais on a de toute façon tous une vision dans les 5 et 10 prochaines années. Et puis de se dire, OK, c'est quoi que j'ai envie d'être ou de faire. Et puis, c'est de se donner les moyens. Et puis voilà, puis d'avancer là-dedans. Donc, si on résume, le conseil ou le petit mot que tu aurais pu te glisser, c'est « Adrien, tout va bien se passer ». Ouais, bien sûr. Parce que tout s'est bien passé. C'est vrai. Bon, merci beaucoup pour merci à toi, c'était ton cool. témoignage. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage-le autour de toi et abonne-toi à Dual sur les réseaux sociaux pour découvrir plus de contenu et de parcours inspirants. À bientôt.